Je ne fais aucune différence entre les blessés. Vraiment, c'était vraiment terrible. Je ne connais que des hommes qui souffrent. Aider et soulager le plus vulnérable. La dignité est certainement la certitude qu'on n'est pas oublié. Restez à l'écoute, voici Antenne Croix-Rouge. Humanitaire, un podcast produit et réalisé par la délégation régionale du CICR en France. Au micro, Frédéric Joly, à la réalisation, Axel Meuchler. La crise des missiles nucléaires à Cuba en octobre 1962 a bien failli mettre un terme à l'humanité. C'était il y a exactement 60 ans. La tension entre les États-Unis et l'URSS fut telle que même le CICR tenta d'épauler la médiation entreprise dans l'urgence par les Nations Unies. François Bugnon, membre du CICR et passionné d'histoire, revient avec la faconde qu'on lui connaît sur le CICR et la crise des missiles à Cuba en octobre 1962. Bonjour, j'ai été délégué du Comité international de la Croix-Rouge, ça a été ma profession pendant de nombreuses années et j'ai toujours été reconnaissant à cette institution. J'ai été engagé, j'avais même pas 25 ans, j'ai été délégué en Israël et dans les territoires occupés. Ensuite au Bangladesh, ensuite en Turquie et à Chypre lors de la guerre qui a déchiré ce pays en 1974. Et je suis retourné à l'université pour un complément de formation en droit international public, mais interrompu souvent par des missions, notamment au Tchad, au Vietnam et au Cambodge. Et finalement, j'ai fait un doctorat, j'ai été rappelé comme juriste, directeur adjoint du département du droit international et de la coopération. J'ai été aussi, pendant un peu plus de 2 ans, en charge de nos activités dans les pays successeurs de l'Union soviétique, puis directeur, puis membre de l'Assemblée, qui est l'organe fêtier. Et maintenant, depuis plusieurs années, je suis à la retraite et je consacre le plus clair de mon temps à des travaux historiques. Alors toute votre carrière, finalement, vous avez su concilier et l'action et le droit international humanitaire. Et aujourd'hui, on est ravis de vous accueillir dans le podcast L'Humanitaire. D'abord, peut-être pour nos auditeurs, rappeler ce qu'a été cette crise majeure que la crise des missiles de Cuba. On a eu le sentiment d'être à 2 doigts d'une guerre nucléaire. Alors, d'où est venue cette crise ? Elle est venue d'une double détérioration de la situation. D'une part, dès la prise du pouvoir par Fidel Castro et ses compagnons à Cuba, la victoire donc de ces barbudos, ces combattants sortis de la forêt en janvier 1959, même si Fidel Castro avait dans un premier temps annoncé que la nouvelle équipe gouvernementale allait maintenir la balance égale entre les États-Unis et l'Union soviétique, en réalité, les causes de conflit avec les États-Unis sont apparues immédiatement, notamment parce que les révolutionnaires cubains avaient un objectif social dont la pièce maîtresse était la réforme agraire. Or, une grande propriété du sol, une grande partie du sol à Cuba était propriété des grandes entreprises américaines, notamment les entreprises qui produisaient le sucre. Et l'essentiel de l'économie cubaine était en fait tributaire de celle des États-Unis, ce dont les révolutionnaires cubains entendaient bien s'émanciper. Et donc, dès qu'il y a eu saisie des biens des entreprises américaines, le gouvernement des États-Unis, c'était à l'époque une administration républicaine, avec à la présidence Dwight Eisenhower, les États-Unis ont répliqué par des mesures d'embargo, à quoi Cuba a répliqué par des nouvelles mesures, puis on a resserré davantage l'embargo, et plus les États-Unis faisaient pression sur Cuba, plus les révolutionnaires cubains allaient chercher à assurer leur sécurité à travers une alliance avec l'Union soviétique, ce qui était évidemment insupportable pour les États-Unis. Tout ça a culminé avec la rupture des relations diplomatiques entre Washington et la Havane, prononcée par l'administration Eisenhower juste avant que cette administration quitte la Maison-Blanche et transmette la présidence aux jeunes
et brillant John Fitzgerald Kennedy. C'était un petit peu une mine à retardement que l'administration Eisenhower a laissée derrière elle. Et une deuxième était la préparation, l'entraînement de réfugiés cubains en vue d'un débarquement à Cuba, ces réfugiés étant persuadés que la population se rallierait à eux et que les forces armées castristes allaient se liquéfier, exactement comme les forces armées du président Batista s'étaient liquéfiées sous la pression des révolutionnaires. Ça a été un fiasco complet et les insurgés ont été capturés. C'était aussi une humiliation pour les États-Unis de s'être laissés entraîner dans ce fiasco. Et ça a bien sûr convaincu les dirigeants cubains que les États-Unis rêvaient de prendre leur revanche, donc d'écraser la révolution cubaine, ce qui a évidemment renforcé leur souci de sécurité, leur volonté de s'appuyer sur l'Alliance soviétique. Quel était le regard à l'époque du CICR sur cette situation, donc à partir de 1959, et quelle qualification on pouvait donner à cette tension, à ce conflit-là? Le CICR avait eu des relations avec les insurgés castristes, à l'initiative d'ailleurs de Fidel Castro, alors que celui-ci était encore dans la Sierra Maestra, à la tête d'une équipe d'insurgés. Et il y avait eu notamment 2 opérations importantes de libération de prisonniers gouvernementaux à l'initiative de Fidel Castro, simplement parce que les insurgés n'arrivaient pas à détenir ces prisonniers dans des conditions décentes. En plus, il y avait parmi eux des blessés et ils n'avaient pas d'hôpitaux pour les soigner. Donc le CICR avait eu des contacts. En revanche, après la Révolution, les relations étaient plus difficiles quand le CICR a voulu demander l'accès aux détenus nombreux, soit de l'Ancien Régime, soit détenus politiques. À Cuba, ces démarches ont échoué. Est-ce que vous pouvez résumer finalement le fait historique qui a été la crise des missiles à Cuba? La crise devient crise le 14 octobre 1962, au moment où des avions espions de type U-2, c'était des avions qui avaient un immense empennage, qui était presque de la taille d'un 747, qui leur permettait de voler à très haute altitude, mais avec des appareils optiques d'une extraordinaire qualité. Et 2 de ces appareils U-2 qui survolaient Cuba à très haute altitude, par temps clair, ont pris des photos qui, analysées évidemment avec beaucoup d'attention par les experts des États-Unis, ont démontré que, les Soviétiques étaient en train de construire à Cuba des bases de missiles pour des missiles de moyenne portée, transportant des charges nucléaires, est capable de couvrir à peu près la moitié du territoire des États-Unis, qu'il préparait également des bases pour des missiles de plus grande portée qui auraient couvert la totalité du territoire des États-Unis et une partie importante du territoire de l'Amérique centrale, de l'Amérique du Sud, bien entendu aussi le canal de Panama, et avait installé à Cuba, pour protéger ces sites de missiles, des sites de fusées anti-aériennes, donc fusées SAM. Le 16 octobre, à l'heure du petit déjeuner, le conseiller à la sécurité du président Kennedy, McGeorge Bundy, est venu informer le président de ses préparatifs, lui montrer les photos et lui expliquer que, d'après les experts américains, ces fusées nucléaires seraient opérationnelles entre le 24 et le 27 octobre. Donc ça laissait au président Kennedy, grosso modo, une dizaine de jours pour prendre les mesures adéquates si on voulait éviter une situation où ces fusées deviennent opérationnelles et donc où les États-Unis pourraient faire l'objet d'un chantage nucléaire avec des armes qui étaient en quelque sorte basées à proximité immédiate.
Quel regard porte le CICR à l'époque sur l'arme nucléaire? Elle est relativement nouvelle, mais j'imagine que le CICR a déjà travaillé dessus. Alors le CICR s'est prononcé une première fois sur l'arme nucléaire le 6 septembre 1945, donc exactement un mois après Hiroshima. Le CICR a publié un document, une circulaire à toutes les sociétés nationales et au gouvernement, dans laquelle il ne se prononce pas sur la licéité ou l'illicéité des armes nucléaires, mais dénonce le caractère absolument terrifiant de ces armes et demande une entente en vue de leur interdiction. Et puis le CICR reviendra à la charge avec un projet de traité visant à compléter les conventions de Genève, qui était un projet de règles visant à limiter les risques courus par la population civile en temps de guerre, dont l'article 14 comportait une interdiction des armes dont ceux qui l'utilisent ne peuvent pas contrôler les effets, qu'il s'agisse d'effets radioactifs, incendiaires, bactériologiques ou chimiques. Et donc cet article 14, en fait, aurait comporté une interdiction d'utilisation des armes nucléaires, sans mettre en cause le fait que les États en détiennent dans le cadre d'une politique de dissuasion, mais en rendant illicite l'usage des armes nucléaires. Ceci a été jugé tout à fait intolérable par les États-Unis, vu que l'Union soviétique à l'époque avait, et ça a été le cas tout au long de la guerre froide, une très nette supériorité en moyens conventionnels, en nombre d'hommes mobilisés, nombre de chars, artillerie, etc., que les États-Unis entendaient compenser par leur supériorité aérienne et par leur supériorité dans le domaine nucléaire. Et donc pour les États-Unis, au fond, un équilibre nucléaire, c'était déjà un affaiblissement de leur position stratégique, puisqu'ils savaient que l'Union soviétique avait beaucoup plus d'armes maintenues sous les armes. Ça a été le cas tout au long de la guerre froide. Alors, revenons sur octobre 1962, donc la crise des missiles bat son plein. L'intermédiaire, c'est qui alors? Ce sont les Nations Unies? Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est là où la crise devient extrêmement dramatique et la totalité de la population prend conscience. Dès qu'il est informé, le président Kennedy crée un comité de gestion de crise d'un petit groupe de ses conseillers les plus directement concernés, qui comprenait bien sûr le chef des forces armées, le général Maxwell Taylor, le chef du renseignement, le secrétaire d'État à la Défense, le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, le vice-président Johnson et son frère, qui était ministre de la Justice, qui était la personne en qui le président avait le plus confiance et qui présidait quand lui ne présidait pas ce comité. Ce comité s'est réuni 2 ou 3 fois par jour pendant toute la crise, dans le plus grand secret, et le président Kennedy a continué à suivre son ordre du jour pour ne pas alerter les Soviétiques sur le fait que les États-Unis préparaient une riposte. Donc c'est souvent son frère qui a présidé ce comité, dont les débats ont été enregistrés. Le 22 octobre, dans un discours à la nation qui a bouleversé le monde, avec des accents très churchilliens, le président Kennedy a annoncé, voilà, nous sommes au courant que les Soviétiques sont en train de construire des bases de missiles à Cuba. Les États-Unis sont décidés par tous les moyens à s'y opposer. Et comme première mesure, nous avons mis en place un régime de quarantaine. Il a évité le terme de blocus, qui est un terme du droit de la guerre, utilisé le terme de quarantaine, qui évidemment rappelle des mesures sanitaires. On est bien au courant de cela aujourd'hui. C'est-à-dire l'interdiction de toute navigation en direction de Cuba dans un rayon de 500 miles nautiques, 800 km, à partir de l'extrémité orientale de l'île. Et que donc les navires de la
marine de guerre des États-Unis allait intercepter tout navire se rendant à Cuba pour contrôler si ces navires comportaient ou ne comportaient pas d'armes nucléaires. Transportaient ou ne transportaient pas d'armes nucléaires. Donc c'est couper Cuba de tous ses moyens de subsistance pour la population. Alors se posait la question de la subsistance de la population cubaine, parce que Cuba, effectivement, il s'était développé une monoculture du sucre, donc Cuba avait un déficit alimentaire par rapport à d'autres produits, et se posait la question du ravitaillement de la population cubaine, tout à fait. Quelques heures plus tard, tenant compte du décalage horaire, l'agence soviétique TASS publie un communiqué dénonçant le blocus comme un acte de piraterie et comme un premier pas vers la guerre thermonucléaire. Donc le mot était lâché et le sentiment que voilà, il y a des positions tout à fait inconciliables. Celui qui va s'interposer et qui va jouer un rôle remarquable, à mon avis, dans cette crise, est le secrétaire général des Nations Unies, U Thant, un Birman, homme très modeste, très discret. C'est peut-être pour cela qu'il avait été choisi. En plus, il n'avait même pas été confirmé dans sa fonction. Il était encore à titre intérimaire suite à la mort du secrétaire général Dag Hammarskjöld au Congo. Et il va, tout de suite après l'entrée en vigueur de la quarantaine, communiquer au Conseil de sécurité, mais rendre public une démarche qu'il a faite en proposant ses bons offices à la fois à Washington et à Moscou en vue d'aider à sortir de la crise. Bien entendu, à partir du moment où les Soviétiques et les Américains se regardaient dans le blanc des yeux, aucun d'eux ne pouvait faire le premier pas. Parce que celui qui ferait le premier pas confesserait que c'est celui qui a peur de la marche au bord du gouffre, donc qui a perdu la confrontation. Donc seul un tiers pouvait aider les partis à sortir de cet engrenage. Et U Thant a proposé dans un premier temps un moratoire de 2 ou 3 semaines pour détendre l'atmosphère, moratoire durant lequel, d'un côté, les Soviétiques s'abstiendraient de tout transfert d'armes en direction de Cuba, suspendraient les travaux de construction des bases, et les États-Unis lèveraient la quarantaine. Le président Kennedy a d'emblée dit que cette proposition n'était pas acceptable parce qu'il n'y avait aucun contrôle international du fait que les travaux seraient véritablement suspendus à Cuba. Mais je dirais c'est très clairement le secrétaire général qui va prendre le lead de la négociation et personne d'autre. Alors, le secrétaire général U Thant, effectivement, prend ce lead, mais à quel moment intervient le CICR ? Il prépare quoi ? Il veut faire une offre de service ? Quel rôle il peut jouer, finalement, dans ce billard à 3 bandes-là ? Et alors, c'est là où l'histoire était prodigieusement intéressante. Parce que, après 3 ou 4 jours de confrontation, l'Union soviétique va faire marche arrière. Et donc, Khrouchtchev, après avoir crier haut et fort que la position américaine était intolérable, etc., finalement va faire marche arrière grâce notamment à des contacts informels pris par un agent soviétique à Washington à travers un journaliste très proche du département d'État. Et c'est à travers ce contact que Khrouchtchev va, au fond, les Soviétiques vont laisser entendre qu'ils seraient prêts à retirer leur armement stratégique si les États-Unis s'engageaient à ne pas envahir Cuba. Et 4 ou 5 jours après l'entrée en vigueur de la quarantaine, tout d'un coup, Khrouchtchev va lui-même annoncer que oui, l'Union soviétique est prête à retirer ses armements stratégiques si les États-Unis s'engagent à ne pas envahir Cuba. À quoi le président Kennedy va répondre tout de suite en disant, au fond en prenant acte de cette annonce comme un geste très positif en direction de la paix. Et alors se pose la question du contrôle. Car les États-Unis vont insister en disant « Nous ne lèverons la quarantaine que si on a
un système de contrôle efficace, nous garantissant, un, qu'on ne va pas continuer à envoyer des armements, et deux, qu'on suspend, non seulement on suspend les travaux de construction des bases, mais qu'on va démanteler les bases en construction à Cuba. Le secrétaire général, le 29 octobre, donc 5 jours après que la quarantaine est devenue effective, 7 jours après le discours dramatique du président Kennedy, décide de se rendre lui-même à Cuba avec tout un staff, au fond, d'experts militaires censés l'assister dans le contrôle du démantèlement. Mais U Thant probablement anticipait que la négociation avec Castro serait difficile et que cette négociation risquait d'échouer. Donc c'est là que... Et si la négociation échouait, du fait que Cuba rejetterait un contrôle qui se déroulerait sur l'île, la seule alternative aurait été un contrôle en mer. Et se posait la question de savoir qui avait la crédibilité vis-à-vis des États-Unis et vis-à-vis de l'Union soviétique pour exercer un tel contrôle. Et donc, juste avant de s'envoler pour Cuba, U Thant communique à l'ambassadeur Spinelli, qui était le directeur général du Bureau européen des Nations Unies à Genève, donc le plus haut représentant des Nations Unies à Genève, en disant « Prenez contact avec le Comité international de la Croix-Rouge, avec le président du Comité international de la Croix-Rouge, et communiquez-leur un mémorandum qui signale qu'une difficulté importante dans le processus, sur laquelle bute le processus diplomatique en vue de résoudre la crise, est la question d'un contrôle. Que si ce contrôle doit se dérouler en mer, la question clé sera le choix d'un organisme qui offre des garanties de neutralité et d'impartialité, que dans ce cadre-là, le nom qui s'impose à l'évidence est celui du Comité international de la Croix-Rouge, et que ce contrôle sera nécessaire pour permettre aux navires qui ne transportent pas d'armement stratégique de franchir la ligne du blocus sans être interceptés, de façon à pouvoir livrer à Cuba la nourriture, les médicaments, les marchandises dont le peuple cubain a besoin. Donc le mémorandum rédigé par les Nations Unies était en vérité extrêmement habilement rédigé, puisqu'il faisait un lien entre la mission, je dirais, politico-militaire qu'il était question de confier au Comité international et la préoccupation humanitaire du ravitaillement de la population cubaine. Donc en un sens, la rédaction visait à faciliter au CICR une réponse positive. Mais le CICR, son rôle n'était pas d'être un inspecteur, donc comment ça s'est joué dans les arcanes CICR, cette proposition-là, même si on voit son bien fondé, même si on voit l'utilité que peut avoir le CICR, c'est pas tout à fait son boulot que d'inspecter des cargaisons. Alors ça va mettre, d'inspecter les cargaisons quand il s'agit de la crise politique la plus grave que le monde ait connue, alors que le CICR, par ses statuts, par les statuts du mouvement international de la Croix-Rouge et des Croissants-Rouges, est lié à une attitude de neutralité politique. L'ambassadeur Spinelli prend contact aux premières heures de la matinée avec le président Boissier. Certaines sources disent qu'il lui a téléphoné à 4 heures du matin, qu'il est venu le voir à 8 heures. C'est pas totalement impossible, qu'il lui ait téléphoné déjà dans la nuit en disant « Je dois vous voir de toute urgence, quand est-ce que je peux vous rencontrer ?» Et il le rencontre donc à son bureau le mardi matin 30 octobre. Et lui remet le mémorandum, lui explique les attentes du secrétaire général et des Nations Unies. À quoi le président Boissier répond tout de suite 2 éléments importants. A, le CICR ne peut agir que s'il a l'accord des 3 États directement concernés, c'est-à-dire Cuba,
les États-Unis et l'Union soviétique. Et c'est intéressant qu'il met Cuba en position 1. Et deuxièmement, que lui-même, en tant que président, ne peut pas engager le CICR. Et que la décision est du ressort du comité lui-même, aujourd'hui de l'Assemblée, qui, heureusement, doit se réunir le lendemain en fin de journée. À partir de là, le président Boissier, qui est un homme qui s'est toujours intéressé à la question de la paix, qui a publié 2 livres sur ce que devrait être la paix pendant la guerre mondiale, qui n'ont eu aucun impact, mais qui montrent que cette préoccupation était très haut dans ses pensées. Le président Boissier, à mon avis, va mettre en place une stratégie. De réunir l'Assemblée en session extraordinaire. Le lendemain, non pas la session ordinaire qui devait débuter à 16h30, mais en fin de matinée. Et deuxièmement, d'avoir une stratégie qui serait une acceptation de principe avec une demande de clarification du mandat et à cet effet d'envoyer une délégation à très haut niveau à New York, pour discuter avec les responsables des Nations Unies et savoir exactement ce qui était attendu du CICR, mais tout en ayant une attitude positive. Et dans son esprit, cette mission ne pouvait être confiée qu'à son prédécesseur, c'est-à-dire l'ambassadeur Paul Rueger, qui avait donc présidé pendant une dizaine d'années le CICR. Et puis, le lendemain, aux aurores, il va donner instruction à son conseiller politique, qui était Melchior Borzinger, c'est encore quelqu'un que j'ai connu, pour qu'il appelle les membres du comité, par téléphone, en commençant par ceux qui habitaient le plus loin de Genève, et pour leur signaler qu'il y aurait une réunion extraordinaire qui débuterait à 11h, non pas au siège du CICR, où cela aurait évidemment tout de suite attiré l'attention, mais dans un club très privé, situé au port de la Vieille Ville, juste au-dessus de la promenade des Bastions, appelé le Cercle de la Terrasse. C'est un cercle qui est fréquenté par... J'y ai été invité 2 ou 3 fois, j'en suis pas membre, mais j'ai été invité plutôt 4 ou 5 fois. À mon avis, les banquiers, les avocats qui veulent rencontrer des clients en toute discrétion. Il y a plusieurs salons, un personnel certainement très stylé qui sait tenir sa langue et tout et tout. Et alors, c'est très intéressant parce que dans la documentation du CICR, il n'y a aucun compte-rendu de cette réunion. En revanche, je peux mettre ma tête sur le bio que cette réunion a eu lieu parce que le 12 août 1999, lors d'une petite cérémonie pour marquer le 50e anniversaire de l'adoption des conventions de Genève, j'ai rencontré le professeur Schindler, qui était un des participants. Et je lui ai dit, professeur, est-ce que vous vous souvenez d'une réunion qui a eu lieu extramuros sur la question de la crise des missiles de Cuba? Et il m'a dit, oui, c'était en ville, au Cercle de la Terrasse. Mais quel était le but de conserver autant cette discrétion, voire ce secret? C'était quelque chose qu'avaient demandé les Nations Unies? C'était quelque chose que Boissier entendait Une négociation de ce type ne peut aboutir que si le négociateur est protégé. Donc, si ce n'est pas le cas, si vous négociez sur la place publique, c'est impossible. Personne ne va faire la moindre concession si la négociation se tient, n'est pas confidentielle. Et le CICR avait les moyens de pouvoir remplir cette mission-là? Alors, ça posait une question très délicate. Mais d'abord, la question fondamentale, c'était est-ce que le CICR doit entrer en matière ou pas? Le comité va être totalement divisé. Certains membres disent « Oui, la situation est tellement dramatique, il faut accepter ». D'autres membres disent « C'est de la folie, on va compromettre notre neutralité, toute possibilité d'action du CICR dans un conflit futur ». Et puis d'autres disaient « Il ne faut rien décider maintenant, il faut aller au renseignement et on décidera après ». D'après le témoignage de Melchior Borzinger, qui, encore une fois, était le conseiller diplomatique, qui a fait le compte-rendu de la réunion, c'est Dietrich Schindler, qui était un homme très réservé, très discret,
qui finalement a emporté la décision en disant « Si la crise débouche sur une guerre nucléaire, il n'y aura rien à sauver. La Croix-Rouge ne pourra plus rien faire. La Terre sera tellement contaminée. Donc, ceux qui disent qu'il faut refuser le mandat que nous proposent les Nations Unies pour préserver notre mandat traditionnel, en vérité, ils font fausse route. Ils n'ont pas compris la gravité de la crise. Ça, il ne l'a pas dit. C'est mon commentaire à moi. Il était beaucoup plus discret, beaucoup plus réservé que je ne le suis. Et c'est un homme pour qui j'ai toujours eu un grand respect. Et donc, finalement, le président Léopold Boissier va amener le comité là où il le voulait, c'est-à-dire accepter en principe la tâche que les Nations Unies veulent confier au CICR, même si ça signifiait une énorme extension du champ d'action du CICR, et envoyer à New York une délégation au plus haut niveau composée de l'ancien président Paul Rueger et de son conseiller diplomatique Melchior Borzinger. Et c'est donc ça, finalement, la décision qui sera prise. Mais avec cette réserve que rien ne sera fait avant que les Nations Unies n'aient confirmé l'accord de Cuba. À ma connaissance, il n'y avait pas à l'époque d'ambassade cubaine à Genève, et donc c'est pour cela qu'on a demandé, et c'est probablement une erreur du CICR, qui lui n'avait pas de représentation permanente à New York à l'époque, donc d'avoir demandé aux Nations Unies de confirmer l'accord des autorités cubaines. Alors tout ceci va aboutir à quoi? Donc sur le CICR a les moyens de cette ambition-là? Alors, elle va aboutir à deux choses. Elle va aboutir à l'envoi d'une délégation à New York. Et cette délégation va être très bien reçue, à telle enseigne que c'est l'observateur de Suisse qui va s'occuper d'aller chercher Rueger et Borzinger à l'aéroport, mais les amène directement aux Nations Unies, où ils sont immédiatement reçus, dès, je dirais, leur sortie d'avion, par le secrétaire général entouré de tout son état-major. Et pour faciliter les contacts, on donne à Paul Rueger un bureau au 38e étage, c'est-à-dire dans le sein des saints des Nations Unies, l'étage où se tient le secrétaire général et ses plus proches collaborateurs, pour qu'il puisse mener sa propre négociation avec les États-Unis, avec l'Union soviétique, avec Cuba. Et puis, dans le même temps, le CICR prend contact avec le Conseil fédéral en disant « aidez-nous à recruter des experts compétents parce que les États-Unis, en acceptant la proposition de contrôle en mer, les États-Unis ont spécifié le CICR, oui, à condition que tous les observateurs soient des Suisses. L'Union soviétique a d'emblée accepté le rôle que ce soit le CICR qui exerce ce contrôle en mer. Et donc, en même temps que le CICR mène une négociation à New York, il doit chercher à recruter, parce que c'était bien précisé, en dehors de son sein, des experts. Et donc, alors, ça va se passer comment? Ça va durer alors, combien de temps? En vérité, l'affaire va s'arrêter là. L'affaire va s'arrêter là en ce qui concerne, je dirais, l'implication matérielle du CICR, parce qu'à partir du moment où les Soviétiques ont compris que la partie était perdue, qu'en vérité, les États-Unis les avaient devancés en détectant la construction des bases avant que les fusées soient opérationnelles, donc que l'idée du fait accompli avait échoué, que par crainte d'une guerre nucléaire, l'Union soviétique n'avait pas d'autre solution que de retirer les missiles en contrepartie, encore une fois, de la garantie de sécurité donnée à Cuba, garantie de sécurité qui est en vigueur encore aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, l'Union soviétique alors a cherché à liquider la crise le plus rapidement possible. Et donc, à un moment donné, ils ont compris, les jeux sont faits, et il faut terminer ça le plus rapidement possible. Et donc, il va y avoir, parallèlement à la négociation menée par les Nations Unies, celle qui est menée par Paul Rueger, une négociation directe entre les États-Unis et les Soviétiques. D'ailleurs,
Khrouchtchev envoie un négociateur de très haut niveau à New York qui va complètement écarter le représentant permanent de l'Union soviétique, l'ambassadeur Zorin. C'est le vice-ministre Kuznetsov qui prend le lead à New York. Et il va y avoir une négociation directe entre les États-Unis et l'Union soviétique. Et finalement, les Soviétiques vont accepter que ce soit les Américains eux-mêmes qui s'assurent du départ des fusées en autorisant les navires américains à exercer ce contrôle, notamment à travers des hélicoptères qui, au fond, vont survoler les navires soviétiques avec les caisses ouvertes dans lesquelles ils pourront prendre des photos, les caisses dans lesquelles se trouvent les fusées que l'on rapatrie en Union soviétique. Parallèlement à ça, il y a eu une négociation confidentielle sur la question des fusées Jupiter en Turquie. Mais le président Kennedy sera tout à fait intransigeant qu'il n'y aura aucune annonce d'un retrait des fusées Jupiter de Turquie tant que la crise des missiles de Cuba n'aura pas été totalement réglée. C'est seulement de longs mois après la fin de la crise des missiles de Cuba que les États-Unis vont retirer ces missiles soviétiques, ces missiles nucléaires de Turquie, qui inquiétaient spécialement les Soviétiques. Quels enseignements le CICR a tiré de cette expérience? Alors, le CICR a été, je dirais, il y a une double démarche. Il y a une démarche interne, notamment à l'initiative d'un des membres qui écrit au président Léopold Boissier. Il s'agit de Max Petitpierre, ancien conseiller fédéral, ancien président de la Confédération, qui écrit au président Léopold Boissier en disant « Nous devons faire tout un processus d'analyse interne sur ce qu'implique cette crise. » Et puis en même temps, alors il y a une crise au niveau de l'opinion publique et au niveau du mouvement, où les opinions sont totalement divisées. Vous avez, par exemple, si je prends au sein de la Croix-Rouge, le président de la Croix-Rouge française, une personnalité très respectée, l'ambassadeur André-François Poncet, prend sa plus belle plume et publie un bel article en page 1 du Figaro où il applaudit des deux mains l'initiative du CICR qui, dans son esprit, devait être un premier pas vers une idée qu'il avait lancée précédemment, c'est pour ça que son article est intitulé « Le blé à lever », qui était celle d'une interdiction des armes nucléaires sous contrôle du CICR. Inversement, vous avez des personnalités comme la reine de Suède qui écrit à la Croix-Rouge suédoise pour dire « Allez protester tout ce que vous pouvez auprès du CICR, c'est intolérable d'avoir accepté ce mandat. » La Croix-Rouge sud-africaine également, vous avez au sein même des sociétés nationales des gens qui écrivent en disant « Bravo, félicitations » et puis d'autres « C'est honteux, je vous retourne ma carte », etc. En Suisse, il y a tout un débat lancé par le très respecté rédacteur en chef de la Nouvelle Gazette de Zurich, la Neue Zürcher Zeitung, qui dit le CICR a aidé les Soviétiques à sauver la face, donc politise la chose. Le CICR conduit sa réflexion interne, mais surtout va chercher à obtenir l'approbation a posteriori au sein du mouvement, lors de la réunion du Conseil des délégués qui suit, donc en 1963 à Genève, et surtout au sein de la Conférence internationale de la Croix-Rouge. Réunie à Vienne en octobre 1965, qui adopte une longue résolution sur l'importance de la paix, de prévenir les souffrances causées par la guerre, mais avec un paragraphe qui encourage le CICR, agissant dans le cadre de son mandat et en concertation étroite avec les Nations Unies, lorsque la paix du monde est en danger, à offrir ses bons offices en vue de préserver la paix. Donc, cette résolution, à la fois, est une approbation a posteriori de l'action du CICR lors de la crise des missiles de Cuba et un encouragement pour l'avenir. Ce qui est très remarquable, c'est le fait que, par exemple, le président de la Croix-Rouge allemande en République démocratique allemande, le docteur Ludwig, tout de suite après la crise, écrit au CICR pour marquer son approbation, et surtout le président de l'Alliance
des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le docteur Mitterev, d'Union soviétique, qui lui aussi écrit pour marquer son approbation au CICR. Le CICR va sortir 2 circulaires dans les semaines qui suivent la crise pour expliquer pourquoi il l'a fait, dans quel cadre, etc., etc. À l'aune de ce qui se passe aujourd'hui, des tensions internationales, on voit le conflit en Ukraine, etc., qu'est-ce que ça vous inspire? Aujourd'hui, ce qui me frappe, d'abord, c'est que c'est la première fois depuis 1962 qu'on parle ouvertement de menaces nucléaires. Parce qu'après la crise de Cuba, les États-Unis et l'Union soviétique ont d'emblée mené une négociation en vue de faire baisser la tension. Ils ont compris cette marche au bord du gouffre comportait beaucoup trop de risques et il aurait suffi d'un incident hors de notre portée pour que ça provoque des conséquences incalculables. Donc, il y a eu cette volonté d'amener une détente qui débouche le 5 août 1963 sur le traité sur l'interdiction des essais nucléaires dans l'atmosphère, qui était le premier signe de détente après 20 ans de tensions croissantes de la guerre froide. Et qui finalement a représenté, en anglais on dit watershed, la ligne de partage des eaux, si vous voulez, de la guerre froide. C'est cette crise de missiles de Cuba, où ensuite on va avoir une forme de détente, de dégel. Ensuite les accords SALT et START. Merci François Bugnon.